Vanille, fraise, caramel. On retrouve ces saveurs absolument partout, n'est-ce pas? Dans les yaourts, les sodas, les céréales du matin. Elles font partie de notre vie de tous les jours. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière ces goûts qui sont, disons-le, parfois un peu trop parfaits pour être vrais? Alors justement, cette question, on va la creuser ensemble. On va essayer de démêler le vrai du faux. C'est tout simple, d'où vient concrètement ce fameux goût de fraise qu'on aime tant? Parce que, oui, ils sont partout. Mais au fond, c'est quoi exactement? Est-ce que ça vient de la nature ou tout droit dans la boue? Et surtout, est-ce que c'est sans danger? Derrière ce qui semble être juste un arôme, il y a tout un monde, un mélange de chimie, de biotechnologie, de lois. Bref, l'idée aujourd'hui, c'est de donner les clés pour enfin comprendre ce qu'on met dans notre assiette. Bon, pour commencer, le premier réflexe, c'est de regarder les étiquettes. C'est un peu comme une enquête, et les indices les plus importants, ils sont écrits juste là, noir sur blanc. Il faut juste savoir comment les déchiffrer. Alors qu'est-ce qu'un arôme au sens de la loi? Eh bien, la réglementation européenne est super claire là-dessus. Un arôme, sa seule et unique mission, c'est de donner ou de changer une odeur ou un goût. C'est purement sensoriel, ça n'a aucune valeur nutritive. Son job, c'est de jouer avec nos sens, point final. C'est pour ça que le sucre ou le sel, par exemple, ne sont pas considérés comme des arômes. Alors là, attention, c'est le moment clé. C'est la grille de décodage pour ne plus jamais se faire avoir. Premier cas, arôme naturel de fraise. Ça, c'est le top. Ça veut dire qu'au moins 95% de ce qui donne le goût vient de la fraise. C'est la version la plus authentique. Maintenant, deuxième cas, et c'est là que ça devient subtil, arôme naturel goût fraise. Ce petit mot goût change tout. L'arôme est bien 100% naturel, oui, mais il a été reconstitué à partir d'autres sources naturelles. Ça peut être des copeaux de bois, des levures, bref, tout sauf de la fraise. L'illusion est parfaite, mais il n'y a pas de fraise dedans. Et enfin, si on lit juste arôme fraise, sans autre précision, là, on est quasi certain que c'est d'origine synthétique. Voilà, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Le mot goût est le signal d'alarme. C'est l'indice qui nous dit qu'on est face à une reconstitution. Le produit a bien le goût de la fraise, mais la fraise, elle, n'est pas forcément dans la bouteille. C'est une sorte d'illusion en fait. Ok, maintenant qu'on sait lire les étiquettes, allons faire un petit tour en coulisses, du côté des labos pour voir comment on fabrique tout ça. Et on va voir que la différence entre naturel et synthétique, ce n'est pas juste la gentille nature contre la méchante chimie, c'est un peu plus complexe. D'un côté, on a les arômes naturels. Ils viennent de plantes, d'animaux, le truc c'est qu'ils coûtent cher et qu'ils dépendent des récoltes, de la météo. De l'autre côté, on a les arômes de synthèse. Eux, ils sont créés en laboratoire. L'avantage, leur coût est bien plus bas et on peut en produire autant qu'on veut, quand on veut. Mais attention à l'idée reçue, naturel ne veut pas forcément dire artisanal. En fait, pour extraire un arôme naturel aujourd'hui, on utilise des technologies super pointues, comme l'extraction au CO2 supercritique. C'est assez fou comme procédé. On prend du CO2, on le met sous une pression énorme et il se transforme en un état entre le liquide et le gaz. Cet état supercritique agit comme un solvant ultra pur qui va gentiment cueillir les molécules d'arôme sans les abîmer. Ensuite, on relâche la pression, le CO2 redevient un gaz et s'évapore sans laisser aucune trace. Ce qui reste, un extrait naturel d'une pureté et d'une qualité exceptionnelle. Et le synthétique alors? Il ne faut pas tout de suite le diaboliser. Il existe ce qu'on appelle des molécules identiques au naturel. Prenez la vanilline, la molécule principale de l'arôme de vanille. Qu'elle soit extraite d'une vraie gousse ou fabriquée en laboratoire, sa structure chimique est, strictement la même. C'est le même plan de construction, la même molécule. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça nous amène à la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors, en Europe, il faut savoir qu'on a un système de contrôle hyper strict. C'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui s'en occupe. Pour qu'un arôme puisse être vendu, il doit d'abord passer toute une batterie de tests scientifiques très poussés. S'il est jugé sûr, il est ajouté à une liste positive. S'il n'est pas sur la liste, c'est interdit. Et pour voir comment ça marche en vrai, prenons un exemple tout récent qui parle à tout le monde. Les arômes de fumée. On en trouve dans les sauces barbecue, certaines chips, des saucisses. Ces arômes ont été autorisés pendant des années et là, depuis peu, ils sont en train d'être retirés du marché européen. Mais alors, que s'est-il passé? La réponse tient en deux mots. Principe de précaution. L'EFSA réévalue régulièrement les substances autorisées. Et pour les arômes de fumée, les scientifiques ont conclu qu'ils ne pouvaient pas totalement écarter un risque de génotoxicité, c'est-à-dire un risque que ça puisse endommager notre ADN. Attention, ils ne disent pas que c'est certain, mais juste que le doute existe. Eh bien, ce simple doute a suffi. L'autorisation n'a pas été renouvelée. La protection passe avant tout. Ok, donc le système de sécurité a l'air de bien fonctionner, les arômes autorisés sont considérés comme sûrs. Mais alors, où est le problème? C'est là que le débat devient vraiment intéressant. Et si le vrai problème, ce n'était pas la molécule d'arôme en elle-même? Et si la vraie question était plutôt à quoi sert cet arôme et qu'est-ce qu'il cache?
C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Dans les aliments ultra transformés, l'arôme est souvent utilisé comme un cheval de Troie. Son rôle, rendre hyper appétissants des produits qui, de base, sont nutritionnellement très pauvres. Il va masquer le goût d'ingrédients de mauvaise qualité, il va permettre d'avoir exactement le même goût partout dans le monde, et il va créer des saveurs tellement intenses, presque addictives, que le goût d'un vrai fruit peut paraître fade à côté. Le vrai danger, finalement, ce n'est pas l'arôme en tant que tel, c'est le produit ultra transformé, plein de sucre et de mauvais gras, qu'il nous fait manger avec plaisir. Bon, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment on peut reprendre un peu le contrôle? C'est la dernière étape, passer de la théorie à la pratique. Il y a 3 clés, en fait, pour reprendre le pouvoir sur ce qu'on mange. La première, on l'a vu, c'est décoder les étiquettes. On cherche arôme naturel de et on se méfie du mot goût. Deuxième clé, revenir à la source. Cuisiner avec des ingrédients bruts, des zestes d'agrumes, des épices entières, des herbes fraîches. La complexité d'un vrai produit est incomparable. Et la troisième clé, peut-être la plus importante, rééduquer son palais. Il faut un peu de temps, mais en réduisant les produits au goût hyper intense, on redécouvre le plaisir et la subtilité des saveurs authentiques. D'ailleurs, pour ceux que le sujet intéresse vraiment, il faut savoir que toute cette analyse s'inspire d'un guide super complet qu'on trouve sur le blog du comptoir de Toamazina. Ce sont de vrais experts des épices et des saveurs du monde, notamment de la vanille. Et justement, pour celles et ceux qui voudraient passer à la pratique et redécouvrir des goûts authentiques, le comptoir de Toamazina propose une petite offre. Il y a 10% de réduction sur la première commande avec le code BRESIL. B-R-E-S-I-L-L, tout en majuscule. Et pour finir, on peut se poser une dernière question. Et si, finalement, le plus grand plaisir, ce n'était pas de chercher des goûts toujours plus intenses, mais tout simplement de redécouvrir le goût authentique des choses, le vrai goût des produits, avec toutes leurs nuances. C'est une piste à explorer.